Salut tout le monde! Bienvenue aujourd'hui dans mon nouveau documentaire. Dans ce documentaire-là, vous allez apprendre plein d'affaires. La réalité d'une travailleuse du sexe, être une sugar baby, des histoires avec des proxénètes et plus encore. Le documentaire sert à informer et comprendre les histoires de chacune des personnes qui va suivre dans cette vidéo. Ce documentaire est là pour expliquer et comprendre plusieurs sujets. Souvent, on est porté à mettre tout dans la même catégorie, mais c'est fou à quel point que tout est différent. Au travers du docu, je vais vous présenter des femmes fortes et fières. Je vais vous présenter aussi des survivantes qui se mettent devant une cause énorme, vous expliquer la réalité. Parce que je réalise que nous sommes dans une réalité que certaines situations ne sont pas dites. Je suis conscient que c'est pas du tout facile comme sujet à aborder et à traiter. Ce documentaire-là va commencer avec Sonia. Durant l'entrevue ensemble, on a eu une entrevue assez friendly. C'était une belle entrevue, on en parle haut et fort qu'elle aime son métier puis qu'elle est bien protégée. Je trouvais ça intéressant de commencer avec elle, que justement de voir quelqu'un qui adore son métier puis connaître sa façon de penser pour débuter. Je trouvais que c'était la personne idéale. Alors on commence avec Sonia. Je m'appelle Sonia Van Zatcher, je suis une travailleuse du sexe de Montréal. Ça commence bien ce documentaire-là! Wow! Bienvenue dans la vidéo. En ce moment, on est dans un documentaire vraiment sérieux, sauf qu'on a bu du vin. D'habitude, ils sont sérieux, mais je suis tout en train de... Le documentaire va être très sérieux aujourd'hui. Cependant, quand je suis arrivé, elle nous a expliqué le verre. C'est plein de préservatifs, dans le fond des condoms. Fait que... C'est une décoration. C'est une décoration. Y a pas ça chez Ikea. Sonia est tellement agréable, elle est tellement le fun. Dès l'arrivée, je me sentis comme chez nous. Fait que là, ça se pourrait que je sois direct, mais c'est parce que. Ça fait des heures qu'on se parle. Ça fait des heures qu'on se parle avant le tournage. Fun fact, là, c'est ça. Fait que moi, je m'appelle Sonia Van Zatcher, je suis une travailleuse du sexe à Montréal depuis plusieurs années. J'ai mon Instagram, sonia.von.zatcher. À partir de mon Instagram, il y a tous mes liens. Je suis sur TikTok, Twitter et compagnie. Je suis sur OnlyFans aussi. Sir, man, la présentation est faite! Ah ouais, je me l'ai des questions, Jack! Ça part! Ça part! Ici, présentement, Sonia, on est où, genre? On est dans... J'aime ça appeler mon bureau. C'est mon bureau. Mais le vrai nom de ça, c'est un in-call. Okay. Fait que finalement, c'est le nom générique pour parler d'une place où on reçoit des clients. C'est ça, fait que c'est pas ton appartement. C'est ça, le lit il sert pas à dormir. Ok. Non, c'est ça. C'est ici que je n'habite pas, mais c'est ici que je vois des clients sur une base régulière finalement. Ouais, parce que dans le fond, tu vas pas les voir, ils viennent ici dans le fond. C'est ça, oui, ben il y a des gens qui ont pas d'incall, puis je les comprends parce que c'est vraiment... C'est une grosse charge financière d'avoir un appartement que tu payes de façon mensuelle comme ça. Il y en a aussi qui réservent l'appartement où ils travaillent sur une base horaire, donc ils bookent à l'heure. Fait que je book une place pour 3 heures. Mais ça, c'est une zone grise un peu dans la loi, c'est illégal. Okay. Fait que on veut pas faire ça. Fait que la seule façon de faire ça légalement, moi, tout ce que je fais est légal à 100%. Fait que j'ai mon propre appartement où je rencontre des gens qui m'assurent une sécurité, en fait, de travailler ici. On va commencer par ton début. Avant de commencer on va commencer par ton début. Ça va être en ordre chronologique. Sinon, là, on va partir, on était déjà là. En fait, je suis indépendante depuis bientôt 3 ans. On fête nos 3 ans le 3 janvier, fait que bientôt. Mais avant ça, j'ai touché à plusieurs aspects de mon métier. Là. Fait que j'ai été escorte dans une agence pendant près de 2 ans. Avant ça, j'ai été sugar baby on and off comme pendant des années. Fait que je considère que ça fait 5 ans bientôt que je suis dans l'industrie de la pourvoyeuse de services, disons, service provider, comme on appelle. Mais avant ça, j'ai fait sugar baby, j'ai touché à plusieurs aspects de ce métier. C'est par quoi tu as commencé? Sugar baby. As-tu eu des bonnes expériences avec ça? Oui, j'en ai eu des très bonnes, j'en ai eu des moins bonnes. Parce que souvent, le monde pense que tu sugar baby, danger. Je conseille pas ça à personne. Je tiens à dire ça en partant. Sugar baby, c'est pas une bonne façon de commencer ou de continuer ou quoi que ce soit d'être dans cette industrie-là. Je le conseille à personne. Les gens se mentent sur ce site-là. En fait, c'est vraiment du travail du sexe, mais ils vont jamais se dire que c'est du travail du sexe. Ça va être des filles qui échangent du temps contre des cadeaux au lieu d'échanger du sexe contre de l'argent. Tu comprends? Fait qu'ils vont vraiment jouer avec la sémantique des mots. Puis ça va devenir vraiment compliqué dans leur tête avant qu'ils se rendent compte que c'est des escortes, tu sais.
Tu sais, c'est vraiment ça que c'est la majorité du temps. Peut-être qu'il va y avoir des allocations mensuelles, etc. Mais ça reste que c'est ça. J'aime tellement ça parce que t'es full à l'aise d'en parler avec la souris, c'est le fun. Mais j'adore ça, tu le vois dans ma face. C'est vraiment fun. Il y a clairement, je sais que les gens sont vraiment habitués d'avoir beaucoup de honte ou quoi que ce soit qui a rapport avec ce métier-là, mais la honte fait pas partie de ma vie. Je suis vraiment fière d'être une personne émancipée. Mais c'est juste ce que je trouve fun, c'est que tu dis dans Sugar Baby, tu as eu des bonnes expériences avec ça, mais souvent, mettons quand tu vas sur TikTok, il y a plein de personnes qui promotent le Sugar Baby, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a plein de backlogs des fois via ça aussi, on est d'accord, il y a plein de backlogs. Ben oui, mais c'est le fun que genre tu dis ça va, j'ai quand même eu des bonnes expériences avec ça, tu sais. Oui, j'en ai eu des bonnes, j'en ai eu des mauvaises, j'ai voyagé le monde. J'ai voyagé des dizaines de pays à cause de ce site-là. Je me suis fait payer un char, je me suis fait payer plein d'affaires, tu sais, c'était vraiment un beau rythme de vie qui me convenait vraiment beaucoup à ce moment-là. J'ai rencontré mon ex, fiancée sur ce site-là, fait que j'ai arrêté pendant 3 ans que j'étais fiancée, je m'en ai mariée avec une personne que j'avais rencontrée sur ce site-là. Tu sais, ça crée des vraies relations aussi, ce site-là, tu sais, mais ça crée aussi des dates qui sont vraiment plus comme la prostitution en fait, là, comme de l'escorting, mais que les deux vont pas se le dire, ils appellent ça des pay-per-play sur ce site-là. Fait qu'il y a un montant fixe pour une date, d'un soir. C'est pas des montants mensuels, etc. Moi, je fonctionnais plus comme ça parce que c'est dur de faire confiance à quelqu'un au point d'avoir des montants, des allocations mensuelles en partant. Là. C'est un site qui est vraiment compliqué. C'est pour ça que j'ai arrêté. En fait, j'étais vraiment tannée de tout le non-dit, les mensonges, la manipulation, le jeu de pouvoir qu'il y a entre les gens qui sont sur ce site-là parce qu'il y a de l'argent en jeu. C'était vraiment un genre de monde pas authentique, que j'aimais plus, que je m'associais plus à en tant que personne extrêmement honnête. Qu'est-ce qui t'a fait switcher à justement? J'étais plus capable. Moi, j'ai décidé de vivre dans la vérité, finalement. J'ai eu un contact par rapport à quelqu'un sur ce site-là qui m'a fait présenter à quelqu'un qui avait une agence. Ça m'a trotté dans la tête vraiment longtemps en me disant je serais jamais capable, je pourrais jamais faire ça. Mais finalement, ça a-tu été le meilleur choix que tu as fait à ce moment-là? C'est le meilleur choix, mais au début, je pensais que j'allais faire ça pour 3 semaines. OK. J'ai choisi le nom Sonia, que je tiens à dire que je n'aime vraiment pas, mais je suis pognée avec le nom parce que justement, je pensais que j'allais faire ça pour 3 semaines. J'ai choisi n'importe quel nom en me disant que je vais faire ça pour 3 semaines. Mais c'est ça, là, t'en parles avec le sourire et tout ça. Tu sais, tout dans ce milieu-là, souvent du monde qui disent comme ils se font brasser, il y a un danger, pis tout ça. Mais là, je pense que t'es la meilleure personne pour expliquer que, genre, finalement, t'es quelqu'un qui est bien protégé, puis t'as de la sécurité là-dedans, finalement. J'ai de la sécurité, je suis hyper protégée. Mon métier est vraiment plus sécuritaire que ce qu'on pense. Je suis consciente que c'est pas comme ça pour tout le monde. Non. Puis je suis consciente que c'est quelque chose qui est acquis avec le temps, avec l'expérience, etc. Puis avec le travail que tu y as mis, etc. Je suis dans la position où je suis de pouvoir avoir le privilège de passer dans ton documentaire aujourd'hui, que ma famille sache ce que je fais, de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux, de pouvoir éduquer les gens. Puis tout ça a passé par un énorme parcours d'apprentissage. Avant ça, tu pars pas comme ça. J'ai fait des erreurs tout le long, là, tu sais. C'est ma 3e carrière en tant que sex worker. C'est escorte indépendante comme je suis aujourd'hui, tu sais. Mais est-ce que le monde a raison, genre, que ça fait partie, les mauvaises expériences, fait partie du métier? T'en as eu, j'imagine? C'est sûr que ça fait partie du métier. C'est sûr que c'est pas vrai que c'est obligé de faire partie de ton quotidien. C'est ça. Mais c'est impossible que quelqu'un sans expérience tape dans ce métier-là en ayant juste des bonnes expériences. Ça se bâtit. La majorité des clients qui ont des mauvaises intentions vont pas dans la braquette de prix. T'attires une clientèle plus comment tu le sais, ces clients-là, mettons, pas trop... Ben, le monde qui vont payer mon prix en partant, d'habitude, c'est rare que tu vas aller payer ce prix-là. Pour être mal intentionné envers la fille. En tout cas, ça, c'est ma définition à moi. C'est mon hypothèse, disons. C'est pas tout le temps comme ça. Puis, tu sais, il y a des bons clients à 200$, comme il y a des bons clients à 700$. Ça n'a pas rapport. Mais moi, j'en fais une carrière. Je vais faire ça toute ma vie. Il n'y a jamais une fois. Mais c'est pas parce que tu le dis, genre, t'es fier, tu le dis haut et fort. Genre. Oui. Si mon chauffeur de Uber me demande ce que je fais dans la vie, je vais lui dire. Pose tes questions après, tu sais, mais je m'en fous, je veux pas faire à croire quoi que ce soit parce que c'est comme ça qu'on déstigmatise ça, c'est comme ça qu'on passe par la déstigmatisation de mon métier, c'est quand les gens ont pas peur de le dire comme j'ai pas peur de le dire, puis je souhaiterais que tout le monde puisse le faire, je comprends que pas tout le monde puisse le faire, moi j'ai le privilège de pouvoir le faire, puis c'est pour ça que t'as aussi le privilège de le faire avec la sécurité, pas ce qu'on prend, en blanc c'est pas tout le monde, il y a du monde qui vont se dire comme, qui vont aller mettons sur un site exemple de Sugar Daddy à cause que justement ils voient ça passer, mais ils vont
peut-être pas avoir la même sécurité que toi en ce moment. Genre. Fait que c'est le fun justement que t'expliques que toi, t'es dans un milieu sécuritaire. Oui, t'sais. je l'ai bâti comme ça, Ouais. puis je peux me le permettre, puis je comprends que peut-être si j'étais pas aussi réputée, populaire, j'aurais pas le choix de baisser mes standards. Ok. Je comprends que pour avoir de la business, moi je peux me le permettre, mais je comprends très bien les femmes qui peuvent pas se le permettre. J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on visite le studio? On visite-tu? On va, Ok. on va le visiter. Ok. Là, moi pis Sonia, on a vraiment une relation friendly, là, by the way. Là. Genre. On est déjà les meilleurs amis du Pour monde. vraiment beaucoup trop, là, genre, j'essaie d'être sérieux dans le documentaire, mais je vais être franc, j'ai beaucoup de misère. Il en faut un peu de ça là-dedans aussi. Nous vous allons faire visiter la salle de bain. Fait que ça, c'est ici que je travaille, ok? Dans la toilette? Des fois. Laver sécheur, c'est vraiment quelque chose d'important. On peut pas avoir une buanderie ou whatever parce qu'on en lave en esti des check. Tu veux comment qu'elle est pleine? Pour de vrai, tant que ça? Oui, ben vu que tu sais, tous les clients prennent au moins 2 serviettes, un drap, on change tout ça à chaque fois. Il y en a C'est pour qui ça suent que, beaucoup, là. tu sais, la seule différence entre... Mais non, mais je veux pas qu'ils s'essuient 2 fois avec la même serviette, c'est pas poli. Tu sais, quand ils partent, Ok, il s'essuie? ben ils se lavent en rentrant une serviette, puis Ok. après ça, moi je veux qu'ils prennent une nouvelle serviette sèche parce que j'offre un service de luxe. Fait que ça fait qu'on a beaucoup de serviettes tout le temps. Ok. Puis ici c'est tout le temps impeccablement propre, tu sais, Ok. tout le temps. Mon rideau de douche, je le trouve vraiment cool, j'aimerais ça que tu le filmes. Fait que dans la douche, on a toujours du savon parfumé et du savon sans fragrance, parce qu'il y a des hommes qu'il faut pas qu'ils reviennent chez eux avec une fragrance inconnue sur le corps. Oh. Je vais pas en dire plus. Je mets des Ok, mais gants tu mets des gants pour faciliter l'entrée pour lui, mais aussi pour pas avoir de particules entre tous les ongles, tu sais, vu que c'est des faux ongles. C'est facile Il y a à... beaucoup de c'est monde top. qui demande ça. Oui, quand même. Quand la personne paye, il veut vraiment beaucoup plus d'anal que dans la vie personnelle. Ouais. Ok. Ouais. Fait que si c'est une armoire IKEA très très spéciale. Fait que là, tu sais, ben, premièrement, d'habitude, tu sais, il y a tout mon linge quand je travaille, mes souliers, il y a comme. Je suis une folle de souliers, fait qu'il y en a tout le temps beaucoup. Ça, c'est ma partie donjon. Ok, fait que toi, t'es Anastasia. Donc. Ça arrive-tu souvent? T'es peut-être tellement pas sérieux dans le documentaire cette question-là. Ça arrive moins souvent parce que le monde, ils Sont gênés. veulent moins se faire varger dessus, mettons. Là. Tu sais, Mais c'est ta comme- partie préférée. Mais oui. J'aimerais ça que tu parles de ça, s'il vous plaît. OK! C'est vraiment pas une belle assiette d'habitude, c'est pas aussi dégueu que ça, mais en gros, j'allume toujours des chandelles avant parce que, avec mes années d'expérience, j'ai compris que l'odeur de chandelle est l'odeur la plus efficace pour enlever l'odeur de cul dans un appartement. C'est pas de l'encens, je tiens juste à le dire. Fait que tous Ouais. les gars dans la vie qui veulent pas se faire. Ben, c'est tellement pas correct, c'est ça des vidéos, mais tous les gars qui veulent pas se Ça faire. absorbe l'odeur de cul. Le truc, c'est que tu la laisses allumer comme une 10 minutes, tu l'éteins, tu laisses la fumée de ça partir, tu la rallumes, ça paraît pas qu'il y a eu quelqu'un avant. C'est vraiment devenu moins sérieux ce documentaire. De retour après la pause. Le sexe, pour moi, est quelque chose de très sérieux. Ouais. Mais je sais que ça paraît pas. Mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Il y a des niches de notre métier qui m'intéressaient plus que les autres. Puis j'ai essayé de me spécialiser parce que je trouvais qu'il y avait un manque là, puis que c'était vraiment important. Puis une partie que j'ai vraiment dédié ma carrière à, c'est la clientèle avec un handicap. Je suis spécialisée dans les clients qui ont un handicap lourd, sévère, disons. Ok. C'est tout ce qui est paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, amyotrophie spinale, etc. T'sais, tout ce qui a rapport avec des handicaps vraiment sévères que ces gens-là ont pas de vie sexuelle en dehors des... Non, mais ça, on y pense pas, hein. Genre, si je dis, même moi. On y pense pas. Non, on y pense C'est pas. ça le problème, c'est qu'au moment que quelqu'un est d'une chaise roulante, là, Ouais. on dirait qu'on imagine que cette personne-là a pas de pénis. On oublie qu'ils ont une sexualité, on oublie qu'ils ont des besoins, juste comme toi. Cette personne-là a autant d'érections nowhere que t'en as. Exact. Ils ont autant d'urge, comme d'urgence sexuelle que les autres. C'est juste que eux, ils sont vraiment brimés, ils sont vraiment répressés en dedans de leur sexualité. Puis souvent, ces personnes-là vont se tourner vers les travailleuses du sexe. Tu sais, ça va être la mère, le frère, le père qui va m'engager pour leur proche handicapé. Tu sais, je fais vraiment beaucoup de ça, puis j'offre un gros rabais sur mon prix parce que je sais que je suis vraiment chère, là, tu sais. Pour les personnes handicapées, j'offre comme presque la moitié de mon tarif pour les personnes handicapées. J'offre plein d'avantages que j'offre pas pour les gens. D'habitude, si tu es une personne able-body, là, tu sais, qui est pas handicapée, ouais. il faut que tu viennes ici parce qu'il n'y a pas moyen que tu me fasses venir chez vous. Fasses venir. En tout cas, j'ai été sérieuse. 15 minutes, j'ai été Ah, mais moi, j'enlève ça, là, je suis désolé, là. Tantôt, je suis même, genre. Est-ce
que c'est compliqué pour une personne handicapée de se trouver justement une travailleuse du sexe dans le besoin? Oui, en fait, j'aimerais dire que non, parce que les travailleuses du sexe sont des personnes vraiment ouvertes, d'habitude, tu sais, qui sont des personnes qui vont pas juger par rapport à ton apparence, tes habiletés, ton genre, ton ethnie, etc. On est vraiment des personnes ouvertes aux diversités, etc. Mais j'ai l'impression que ça vient vraiment d'une ignorance ou d'un inconnu. Quand les travailleuses du sexe, les travailleurs du sexe sont pas ouvertes à voir des personnes qui sont lourdement handicapées. Fait que tu sais, moi j'en vois beaucoup des personnes lourdement handicapées, puis je déteste dire ça, mais c'est vrai, chaque personne handicapée a son histoire d'horreur par rapport à avoir engagé une travailleuse du sexe. Soit qu'ils étaient comme dernière minute, ils ont eu comme l'envie à dernière minute, fait qu'ils ont trouvé quelqu'un sur un site d'annonce, puis ils ont booké quelqu'un, puis la personne, soit quand ils ont vu à quel point que la personne était handicapée, ont décidé de pas dire ça marchera pas finalement. C'est tellement triste pour la personne. T'imagines-tu se faire rejeter comme ça? Mais je les comprends, les filles, c'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent avec eux. Déjà là, fair enough, c'est correct. Mais eux, ils vivent un rejet encore, puis encore pire que ça, il va y avoir des femmes, puis j'aime pas ça parler de ça parce que j'aime vraiment la bonté dans notre industrie, mais il y a vraiment des femmes qui vont prendre avantage de ça. C'est vraiment une minorité, je tiens à dire, mais il y a des femmes qui vont voir la vulnérabilité de ces personnes-là, puis ils vont les voler. Sans leur donner leur service, puis ils vont voler parce que ces personnes-là peuvent pas se défendre, peuvent pas bouger, etc. Fait qu'ils vont prendre des choses chez eux, des affaires de même. Ils ont toutes leur histoire. Fait qu'ils ont toutes leur histoire différente. Puis ça, à chaque fois, ça me brise le cœur parce que j'ai jamais rencontré une personne handicapée qui a pas une histoire déprimante comme ça. Fait qu'à chaque fois que je les rencontre, ça me brise le cœur. Puis je comprends que ces personnes-là ont moins de budget, etc. T'sais. Puis ça, à force d'en rencontrer tellement, ça m'a vraiment motivée à prendre l'initiative de créer un site que, en exclusivité, je vais te dire ce soir, ça s'appelle theloveable.ca. Il va être écrit en bas. Exactement, c'est très ça que je disais, il va être écrit. C'est pour les personnes qui sont handicapées, surtout physiquement handicapées. Ça va être un répertoire en fait. Ça va pas être une agence, ça va pas être une coopérative de travailleurs du sexe, ça va vraiment être un database, mettons. Un répertoire de toutes les escortes au Québec, mais on a l'intention de mettre ça au moins pan-canadien. Mais là, on va commencer avec le Québec, de toutes les escortes qui sont disabled friendly. Fait qu'ils sont prêtes à aller voir les personnes handicapées. S'ils veulent aussi donner des rabais à ces personnes-là, c'est propre à eux. Ils peuvent le donner, puis ça va être écrit sur le site. Jusqu'où ils sont prêts à se déplacer, parce que ces personnes-là sont souvent à mobilité réduite, fait qu'ils peuvent pas venir au thé. Ça va être écrit aussi sur le site si la place où tu reçois, c'est une place qui est adaptée aux chaises roulantes, etc. Quel équipement elle a ici pour recevoir la personne. Fait que ça va vraiment être clair. Fait que ces personnes-là, ça va vraiment faciliter leur recherche, puis ils vont arrêter de faire des erreurs dans leur recherche. Ça va vraiment être une place que toutes les femmes sont accréditées, prêtes à recevoir les personnes handicapées physiques ou aller voir les personnes handicapées physiques, ce qui va éviter tellement de rencontres houleuses dans leur vie, tu sais. Si, mettons, il y a une fille qui voudrait faire ça, mettons, mais genre, voudrait faire ça, mais comme toi, genre, en sécurité, genre, sans passer par tout ce qui est pimp ou whatever, des mauvaises expériences de sugar baby, whatever, qui voudrait faire ça en sécurité. C'est quoi tu dirais à ces filles-là? Tu te lances pas là-dedans sans connaître rien parce que tu vas vraiment faire tes erreurs. Fait que tu vas te rattacher à quelqu'un qui connaît l'industrie. C'est la meilleure façon de faire. Bien s'informer aussi, je pense. Il faut vraiment s'informer, il faut vraiment savoir, il faut vraiment être sûr de ton affaire avant parce que si t'es pas faite pour ça, ça peut être traumatisant de faire ce métier-là. Si t'es pas faite pour ça. C'est ça, mais toi t'es faite pour ça, mais sinon... Moi je suis faite pour ça. Mettons quelqu'un qui est perdu en ce moment, tu le conseilles-tu ou pas? Non. Sincèrement, ma réponse est toujours non. Si je conseille à personne de rentrer dans cette industrie-là. C'est pas une industrie facile. Il y a pas grand monde qui peut faire ce que je fais. T'sais, il faut vraiment que tu aies une force d'esprit assez incroyable pour pouvoir faire le métier que je fais. C'est sûr. Faut être faite forte, sans me vanter. Faut vraiment être faite forte pour pouvoir faire ce métier-là. Faut vraiment que tu aies quelque chose qui est fait pour ça, parce qu'en dehors de ça, après 3 mois, tu vas te rendre compte que tu n'as vraiment pas aimé ça, puis tu vas le regretter toute ta vie. Fait que je conseille à personne de commencer dans ce métier-là. Mais quand tu as trouvé ta voie, que c'est vraiment ta voie, moi je suis une lymphomane en partant. T'sais. Si je travaillais pas là-dedans, je pense pas que j'aurais beaucoup moins de relations sexuelles. Moi, ça m'a jamais posé de problème de charger pour ça, juste parce que justement, c'est un besoin dans ma vie. Je comble 2 besoins dans ma vie. J'ai fini mes études dans mon domaine. Demain matin, je peux travailler dans mon domaine sans problème, puis faire de l'argent, puis avoir une carrière pour toute ma vie. J'ai choisi ce domaine-là de façon consciente. C'est ça la différence. Toi, tu l'as choisi puis t'aimes ça, mais il y en a, mettons, qui
qui vont faire ça ou qui vont s'inscrire sur des sites pas nécessairement safe, mais c'est juste parce qu'ils ont besoin, mettons, de payer le cégep ou whatever. Puis c'est correct, ça commence tout par un besoin d'argent. Ça commence tout par un besoin d'argent. Mais quand tu le sais dès le départ, je pense que là c'est différent. Oui. Toi, si tu le sais que t'es fait pour ça, t'es fait pour ça, mais si c'est juste pour une autre raison, peu importe, que t'es pas tendance de faire ça, mais tu le fais quand même, je pense que là, ça peut avoir des répercussions. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réflexion consciente, longue et logique par rapport à ça avant de décider de faire le point, parce que ça va te suivre toute ta vie. Ouais. Ça va te suivre toute ta vie. Si t'es pas prête à dire à ton futur mari ce que t'as fait l'été, tes 26 ans là, pour payer tes études, tu sais, fais-les pas. Fais-les pas parce que ça va te suivre toute ta vie. Même si tu montes pas ta face, ça va te suivre toute ta vie. Il faut vraiment que tu sois prêt à l'assumer pour toujours. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que ce que tu fais, c'est pas un vrai métier? Ben moi, ça me fait rire en fonction que, tu sais, si on calcule les clients que je rencontre, ma business en ligne, le booking, gérer mes réseaux sociaux, je travaille plus de 100 heures par semaine depuis des années. Fait que je sais pas ce que tu considères un travail. En plus d'être influenceuse, on va se le dire. Influenceuse, j'imagine que je suis influenceuse. T'as quand même TikTok, Instagram, puis OnlyFans à gérer. Puis tous les jours, il n'y a jamais rien dans ma story Instagram. Fait que je travaille vraiment fort sur le côté éducation de ça, mais aussi tout ce qui est ma promotion, publicité. Tu sais, je travaille vraiment, vraiment fort. J'ai créé, tu sais, j'aime pas le mot empire, mais ça s'en vient vraiment vers là. J'ai construit un empire autour de Sonia. Parce que sex work is real work. Je travaille vraiment fort pour mon argent. Puis c'est pas vrai que c'est un travail facile. Ça en est crissement pas un travail facile. Fait que le monde qui dit que c'est pas un vrai travail, je les challenge de l'essayer une journée. Ils vont comprendre à quel point qu'on travaille fort, qu'on est des femmes émancipées, professionnelles, des businesswomen. Puis ça, c'est l'avenir. J'espère qu'un jour, tout le monde va comprendre à quel point c'est une carrière légitime ce que je fais, parce que ça en est vraiment une. Ouais, c'est vraiment, s'il y a un mot que je veux que les gens retiennent, c'est que mon travail est légitime, il est sain, c'est beau, c'est consentant, c'est sain, puis c'est un vrai travail. C'est tellement touché faire un documentaire là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui est arrivé une backlog, tu sais. Pour de vrai, ce documentaire-là est très difficile à réaliser parce que je me rends compte que tout est différent. Mais maudit que ça reste que le monde porte un jugement rapide quand même sur le sujet. Je vous rappelle que le but du documentaire, c'est de s'informer et apprendre plus sur le sujet et non porter un jugement global sur le documentaire. C'est réellement pour comprendre l'environnement, comment ça se passe, qu'est-ce qui est arrivé pour certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que dans la vie, dès qu'une personne dit « je travaille dans le sexe », « j'ai un sugar daddy » ou n'importe quoi, là, je pense qu'ils pensent déjà à une image de la personne devant eux sans même réellement la connaître puis son vécu. Je viens de faire un post sur Instagram pour demander aux gens s'il y a des personnes qui voudraient témoigner, bref. Puis il y a une personne qui m'a envoyé un message vocal, j'ai demandé son autorisation. Mais pour de vrai, je te le demande, là, vite comme ça. Je suis en train de filmer, puis je sais pas si tu m'autorises à faire écouter. Bref, elle me dit oui. Voici ce que la personne me dit, puis je trouvais ça vraiment intéressant de vous le faire partager. Ouais, pour vrai, c'est genre un sujet trop élaboré, là. Il y a deux mondes. Il y a genre vraiment les filles, tu sais, qui sont encadrées parce qu'elles travaillent dans des boîtes de danseuses, dans des salons de massage, puis vraiment les filles qui sont escortes indépendantes seules ou qui ont des pimps pas trop bons, genre. Là, présentement, dans le documentaire, il y a une personne qui a décidé de témoigner pour parler du travail, du sexe. La personne, elle a choisi de garder son anonymat et c'est tout à fait correct. Et ça fait présentement 12 ans qu'elle fait ça à son actif. Donc bonjour, mon nom est Malika, j'ai 30 ans, je suis une travailleuse du sexe indépendante qui vit à Ottawa. Ça fait presque 12 ans, un peu plus que 12 ans que j'exerce ce métier-là. Je le fais ça de manière totalement indépendante, par mes propres choix. T'as commencé à 18 ans? Oui, j'ai commencé très jeune. Et comme beaucoup de majorité de femmes, ben, les personnes qui sont travailleuses du sexe, c'était parce que un besoin d'argent, je devais payer pour mon collège. Okay. À Ottawa, le salaire moyen, c'était comme minimum, c'était 8 et 25 $. Okay. Ça ne paie pas nécessairement pour ton loyer, pour ton collège, quand tes parents peuvent pas t'aider. J'avais toujours été quelqu'un qui était très ouverte d'esprit. J'avais pas de problème déjà dans ma vie personnelle de coucher avec des personnes qui étaient un peu plus vieilles que moi. Fait que pour moi, c'était juste un moyen, un moyen de faire ça. Est-ce qu'au début, t'es allé directement dans une agence ou c'était comment ça s'est passé au début? Au début, j'avais commencé avec une agence. C'était pas l'expérience rêvée. Je m'étais pas fait forcer, mais aussi les tarifs étaient beaucoup plus bas. Je prenais quand même un pourcentage de 40% de qu'est-ce qu'on faisait par heure. Si l'agence avec laquelle je travaillais à Ottawa
la personne a été arrêtée OK. pour trafic de drogue et aussi prostitution de mineurs, ce qui n'est pas courant. C'est pas très courant, mais ces personnes-là faisaient avec des enfants qui étaient souvent en famille d'accueil. OK. Ouais, ça, littéralement, je vais te dire, ma première expérience, ça a été ça. Ça l'arrive, c'est pas courant, mais c'est quand les personnes vont essayer de trouver des personnes mineures, ils vont aller pour les familles d'accueil ou les foyers de groupe. Mais moi, j'avais 18 ans. On m'avait dit, si tu fais pas tous les services possibles, tu vas pas avoir de clients. Fait que pendant 1 mois et demi, j'ai travaillé avec eux autres. C'était pas l'expérience rêvée. Puis après ça, je suis allée indépendante à 18 ans. Indépendante, ça signifie quoi? Ça veut dire que j'ai pas de manager, j'ai pas de booker. Je suis la seule personne qui va répondre à mon cellulaire, à mes emails. J'ai créé mon propre site Internet. Puis là, on parle que ça, c'était en 2009, fait qu'il n'y avait pas nécessairement les réseaux sociaux. Ça, je voudrais dire pour tous ceux qui écoutent, dans les grosses villes, fait que Toronto, Ottawa, Montréal, la ville de Québec, on a des listes de clients qui sont pas à voir. La blacklist est elle fonctionne autant pour Ottawa, toutes ces villes-là, que Montréal. Il y en a des différentes, juste parce que c'est comme, tu sais, à Montréal, Ottawa, c'est quand même, tu sais, 250 km de différence. Non, c'est ça. Une liste, tu vas avoir les personnes qui sont très violentes, qui vont faire des agressions sexuelles, tout ça. Puis ça, il y a accès à ça, à tout le monde qui sont des travailleurs du sexe. C'est super, ça, c'est bien de le savoir pour les gens qui le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Ils savent pas qu'il y a des ressources, que vraiment, on a une grosse communauté. T'as pas besoin de dire ton vrai nom, t'as pas besoin de t'exposer, mais au moins, sache que les personnes qui sont TDS, qui regardent cette vidéo-là, il y a des ressources. Et maintenant, avec justement l'arrivée de TikTok, des filles, mettons, qui s'inscrivent sur les sites de Sugar Daddy, que malheureusement, pour certaines, pas tout le monde, pour certaines finissent en prostitution. Moi, je pense que tout ce qui est sugar dating, c'est quand même une forme de prostitution. On va dire, je vais juste donner un tarif général de 200 $ de l'heure. Après ça, tu pars. Comparé à une sugar daddy puis sugar baby, c'est plus, OK, je vais te donner, on va dire, 500 $ pour la nuit. Et ça, 500 $ pour la nuit, c'est pas nécessairement le tarif normal pour tout ce qui est au Québec puis en Ontario. C'est juste que la plupart du temps, les personnes qui sont sur les sites de sugaring, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est des clients qui sont sur, comme je parlais plutôt, les blacklists. Ils ne peuvent pas payer le plein prix. Ils veulent essayer de trouver, on va dire, des étudiantes. Parce qu'il y a surtout des étudiantes très jeunes sur les sites de sugaring. J'ai vu un article qui avait une mineure qui s'était inscrite sur... T'as pas besoin de prouver ton âge. Ouais. Je me mets dans la peau d'une personne de 18 ans. 500 $, c'est quand même beaucoup, là. Pour moi, peut-être parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans cette industrie-là, que 500 $, non, pour une nuit, c'est pas beaucoup. Puis même si tu travailles en agence ou indépendante, c'est pas les tarifs normaux pour une nuit de 12 heures. Ils prennent avantage de toi parce qu'ils savent que les escortes qui sont un peu plus d'expérience, on charge comme à fois ce prix-là habituellement. Non, c'est ça, mais ce qui est fou, c'est les personnes, comme tu dis, qui sont sur la blacklist, les mauvaises personnes, on va dire, là-dedans, puis qui vont justement faire ce site-là. Ouais, c'est fou, pareil, qu'ils vont vers ce genre de site-là après, justement parce qu'ils sont naïfs. C'est fou. Ouais. Ma question, c'est, durant ces années-là, t'étais bien protégé ou non? J'ai toujours été bien protégée. Quand tu choisis de faire ça, parce que c'est comme le dernier recours financier, c'est pas de l'exploitation sexuelle et c'est pas l'esclavage, c'est ça que souvent les gens confondent. Mais au travers de ces années-là, toi, t'as sûrement eu des bad luck, là? Oui, c'est déjà arrivé. J'ai eu des clients qui ont pas respecté mes limites. Ça arrive des fois. C'est pas courant, mais il y a des clients qui sont pas à voir et c'est pour ça qu'on essaie de se protéger puis on essaie de créer des communautés. Je suis une femme de 30 ans, bien normale. Tu sais, hier soir, moi, j'ai regardé Netflix puis j'ai fait de la peinture à numéro. Fait que ça, c'était ma soirée. Fait que, tu sais, on est des personnes qui sont bien normales. Moi, on m'avait dit ça. Plus que tu es jeune puis plus que tu parais jeune, mieux que c'est. Dans un sens, oui, parce que tu vas avoir des clients qui sont pédophiles. Ouais, ils vont essayer d'avoir des relations sexuelles avec la personne la plus jeune qu'ils peuvent sans aller en prison. Okay. Ça l'arrive, puis moi, quand j'ai commencé à 18 ans puis que je suis allée indépendante, j'ai monté mon âge à 21 ans. Okay. Juste parce que j'avais des clients qui étaient vraiment, c'est comme, tu sais, call me daddy. Non, je vais pas t'appeler papa, daddy, tout ça. J'ai 18 ans, t'en as 55. Mettons, dans toutes tes années, est-ce que 18 ans, ça a été la pire? Il n'y a pas nécessairement de pire. Je te dirais vraiment où l'année où j'ai eu le plus de mauvais clients, c'était 2015. Fait que j'avais 24. Juste une année où j'avais eu des clients qui respectaient pas mes limites. C'était proche
de l'équivalence d'agression sexuelle, puis je veux pas nécessairement aller dans les détails. Ça l'arrive, ça peut arriver. Beaucoup de TDS ont des thérapeutes juste parce que c'est ça. Ça arrive que des fois, il y a des traumatismes qui peuvent arriver. Des blessures. C'est pas parce que... Ça, j'osais pas le ouais, dire. des blessures. Oui, c'est ça. On travaille dans l'industrie adulte, fait que oui, tu vas avoir du sexe avec des personnes. C'est pas toujours comme sur Instagram, comme les Sugar Baby à Dubaï. Tu sais, que tu te fais payer 20 000 $ pour 2 jours, puis tu fais juste boire une bouteille de champagne. Non. La réalité, c'est que tu vas coucher avec des personnes, que tu sois Sugar Baby, que tu sois escorte. C'est pour ça qu'on doit faire la différence entre exploitation sexuelle, qui est avoir un pimp, et travail du sexe et prostitution. Oui, ça peut être lié, parce que les personnes qui font de l'exploitation sexuelle vont pousser les gens vers la prostitution, mais tu sais, en même temps, il y a des gens qui viennent de tous les pays, tout ça, qui sont forcés à travailler dans l'agriculture, dans les textiles, dans le ménage, dans le travail du sexe. Fait que c'est exploitation, ça veut pas nécessairement dire prostitution. OK. C'est vraiment deux trucs à part, c'est fou à quel point que je suis content de parler avec toi. Il y a tellement des affaires à part. Puis justement, j'espère que les personnes qui écoutent, ça éclaircit bien le sujet parce qu'il y a tellement des affaires différentes là, dans ce milieu-là. Puis je pense que beaucoup de gens ne le réalisent pas. Qu'il y a tellement, genre, comme l'agence, PIM, Sugar Baby, le site pour t'inscrire, les sites d'agence, c'est tellement différent là. Ouais, c'est très différent. C'est ça que j'ai peur de cette vidéo-là. Mais en ce moment, tu sais, je suis pas en train de te dire que si t'es sur un site comme ça, tu vas vivre automatiquement du danger. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis juste que y a beaucoup de gens, mettons, qui vont voir des TikTok. Mettons écrit Sugar Baby, regarde, je peux avoir telle affaire vu que le monde vend du rêve via les images et les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se base là-dessus. Mais il oublie aussi qu'il y a des personnes qui ont été victimes de ce genre de site-là. Puis qu'il y a des c'est ça l'affaire que je veux dire. Là. Tu parles des Sugar Daddy ou Sugar Baby? Je parle justement des personnes qui s'en vont sur ce genre de site-là, sont sur la blacklist, comme tu dis. Puis qu'il y a des personnes de 19, 18, 20 qui sont comme j'ai de la misère à payer mon cégep à Montréal. Puis genre sur TikTok, ça a l'air easy faire ça, puis genre tout le monde dit je vais juste au resto puis je me fais 500$, tu sais. Non, la majorité des cas, c'est tu vas coucher avec la personne. Ben c'est ça, non mais je sais, mais ce qu'on voit sur internet, c'est pas ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Grâce à des témoignages extraordinaires et à des personnes fortes qui ont décidé de se confier, on va apprendre plus tous ensemble sur le sujet. Oui, Exorion a pu explorer son studio puis d'en rire puis tout ça. Autant que pour moi puis pour elle, le sujet est vraiment important pour nous. Parce qu'il y a vraiment plusieurs mondes à ça. Il y a le monde des Sugar Baby, il y a des gens qui sont victimes des proxénètes, il y a les travailleurs du sexe dans l'indépendance, et plus encore. Là. Et avec ce docu-là, je me suis dit c'est fou à quel point il faut pas tout mettre dans la même catégorie. Ce qui suit maintenant va être plus difficile à écouter, mais c'est une réalité qui se passe à l'heure actuelle. Pour le monde ne comprenne pas, je suis à côté puis elle va me regarder comme ça. Bah c'est ça, c'est le moment qu'on va faire l'entrevue. Ok, bon ben salut, dans le fond, je vais vous parler de mon histoire par rapport à tout ce qui est proxénète, de prostitution, toutes ces affaires-là que j'ai vécu de mes 11 ans à mes 18 ans. Ma mère m'a envoyée en centre jeunesse, puis ils m'ont placée dans une unité, tu sais, pas très comme adapté à mon âge. Okay. J'ai rencontré des filles qui faisaient ça, puis je me suis mis à fuguer des centres parce que j'étais pas bien. Ils faisaient ça, qu'est-ce que ils faisaient de la prostitution pis tout, ils étaient escortes. C'est vraiment une unité de filles genre de 15 ans. Ouais, puis c'était entre 15 puis 17 ans. À 15 ans, elles ont été déjà en prostitution à 15 ans dans un centre jeunesse? Ouais, puis comme vu que j'ai commencé à fuguer, les filles qui étaient déjà sorties mais qui m'ont connue, tu sais, étaient là. Ben, viens-t'en chez nous, tu sais, je vais te présenter un c'est intéressant. C'est comment ils sont venus sur le sujet, genre, comment ils t'ont abordé avec ça? Ben, quand je fuguais, tu sais, quand tu fugues, tu te cherches des ressources, tu cherches une place où est-ce que tu veux aller, genre que tu peux aller, tu sais, que tu vas te cacher pis qu'ils te trouveront pas là. Passer le but d'une fugue, techniquement, c'est de partir de où est-ce que t'es, tu sais, pour revenir. Mon mentalité que j'avais, c'est, je vais fuguer, mais si je fugue chez une personne, tu sais, qui est droite dans la vie, tu sais, puis qui a une conscience à la tête, peu importe l'âge, qu'il soit mineur ou majeur, ben ils vont pas me dire de fuguer chez eux, puis ils vont avertir la police pour dire je suis où. Fait que tu sais, quand tu veux rester en fugue, ben tu t'arranges pour traîner avec des personnes que tu sais qui vont pas genre te snitch, si on veut. Okay. T'es arrivé dans un centre. Ouais. T'as 11 ans. Ouais. La première unité que j'ai faite à 11 ans, c'était vraiment intense. Là. J'ai été là de mes 11 ans à mes 14 ans. Puis ça parlait juste de ça tout le temps quand les éducs avaient le dos tourné, ça planifiait des fugues. Ouais, un moment donné, il y a l'unité, on est 6 filles à avoir fugué de l'unité, c'est vraiment... Mais quand on parle de... Quand on parle, mettons, de prostitution, là, c'est pas...
C'est pas position d'une agence ou c'est quoi? C'est avec un proxénète. Ok. C'est les filles qui m'ont parlé de ça quand j'avais cet âge-là. C'était vraiment des filles qui avaient des proxénètes. Ils ont-tu réussi à t'influencer? Ouais, ils ont réussi à m'influencer à peu près, j'avais comme... J'étais proche de mes 12 ans, là, j'allais avoir 12 ans, puis j'ai commencé à aller dans des parties avec eux pendant que j'étais en fugue. Tout le temps, ça a tout le temps été en fugue, ouais. À chaque fois que je fuguais, je me retournais vers d'autres personnes qui faisaient ça, mais genre naïvement dans un sens. C'était un gros party, puis il y avait plein de personnes genre de Montréal, justement, je fuguais tout le temps à Montréal. Tout le monde croche, de la drogue qui se passait, de la drogue qui se vendait, puis il y avait des gars qui... T'avais 12 ans? Ouais, j'avais 12 ans, je traînais avec ces filles-là. Ça fuck un mental, honnêtement, là. C'est que 12 ans, pour moi, t'es enfant, là, t'es pas adolescent, là. C'est ça, je traînais avec ces personnes-là, je voyais les filles qui le faisaient, tu sais, m'expliquer comment ça marchait. Genre vraiment mindé, genre mindé à savoir c'était quoi. C'est vraiment genre, ça marche de même, tu sais, là je m'en vais faire un client, puis comme, ben, je reviens après, puis tu sais, après ça, quand il revenait, ça me montrait l'argent, tu sais, c'était comme vraiment du jouage dans la tête, genre ça manipule. Ouais. Il y avait un pimp à 13 ans? Moi j'avais 13 ans, j'étais la plus jeune de l'unité. Mais sans dire leur âge, étais-tu majeur? Non. Il était mineur. Puis le pimp, il était-tu majeur? Oui. Les filles, il n'y avait pas le choix vraiment de recruter parce qu'après ça, il y en a qui se faisaient taper par leur pimp. T'sais, tout dépend. T'sais, oui, il y en a qui sont gentils. À force de trimballer genre dans cet univers-là, t'as-tu un proxénète, un pimp à toi? J'en ai eu 4. En tout, si je dis ça de même, là, mais en tout, si je calcule bien, je dis 4. Puis le premier, ça a-tu été une relation amoureuse? Je l'aimais, mais j'étais comme pas à l'aise comme entre nous, genre. Parce que j'étais jeune, tu sais. T'avais quel âge quand J'avais 14 ans, mon premier proxénète. C'est quoi qui t'a demandé de faire ça? Mais c'est vraiment comme tu fais des clients, tu fourres avec, là, désolé, mais c'est vraiment. Tu le fais, puis tu passes au suivant. C'est pas. Fais tes clients, puis va te coucher, fais ta vie, là. C'était comme. Donne-moi l'argent que tu me dois, puis c'est tout, là. Avec le pourcentage il prenait 70% mon premier proxénète. À un moment donné, je me suis mindée, j'ai fait OK, mais pourquoi je devrais donner de l'argent à ces personnes-là quand au fond c'est moi qui travaille puis lui il reste assis sur son cul à gamer dans son salon, là. C'est moi là qui se vend le corps puis qui donne mon énergie puis tout là pour au final donner quasiment tout. Mettons à l'heure actuelle qu'on se parle à Montréal, tu penses qu'il y en a beaucoup? De la prostitution avec des proxénètes? Ouais. Oui. C'est juste ton Énormément. opinion. Parce que je pense que les gens voient ce qu'ils veulent voir, mais ils sont pas au courant de ça. Honnêtement, il y en a tellement beaucoup, là, genre, je pourrais dire que j'en connais au moins 30 proxénètes à Montréal. Ça s'arrête pas, là, ça l'envoie des filles recrutées, puis ça l'amène des gens là-dedans, puis c'est tellement dégueulasse, là. Ouais. C'est pas une vie, genre, de rêve. Il y a beaucoup de personnes, genre, qui vont t'amener à prendre de la drogue, les proxénètes vont t'amener à prendre de la drogue, pour au final ramasser quasiment tout ton argent. C'est un service. Ouais, ça... Est-ce que la majorité des personnes qui ont un PIN tombent en amour avec ou non? Enlever ce stéréotype-là, mettons, là, que tout le monde se demande. Non, c'est pas vrai que tout le monde tombe en amour avec son PIN. Tout dépend des personnes. J'ai beaucoup vu ça justement ensemble. On se ramasse, on a toutes le même PIN. Bon, on est 13 filles. Hein? À avoir le même PIN. Oh, ouais. Fait que tu sais, il en fait pas rouler juste une. Fait que là, les autres filles, tu sais, ça fait comme. Ok, ben genre, il m'aime pas, là. Fait que pourquoi je m'attacherais à lui? Genre, il traîne avec plein de filles, il est tout le temps en train de se coller ses autres filles. Ils vont pas nécessairement, genre, tomber en amour. Mais il y en a comme par problème d'affection, tu sais, vraiment, genre, trouble d'attachement, qui vont s'attacher vite à eux, puis que ça va faire, genre, ils veulent plus se détacher, mais à un moment donné, genre, t'as plus le choix. Encore là, souvent quand tu dis le mot pimp, les gens vont tout de suite associer ça à Violence. danger. Danger, ouais. Mais est-ce que c'est réellement ça, genre? Est-ce que c'est vraiment danger tant que ça? Selon moi, ils s'en crissent tout de toi, là. Genre, ils veulent juste ton argent. Mais il y en a qui restent gentils pareil, tu sais. Comme j'en ai un qui comme, faisait des crises d'anxiété beaucoup dans ce temps-là. Puis, tu sais, j'étais pas capable de passer à un autre client, mais je le passais pas, là. Il me disait, va prendre de l'air, va marcher, respect. Tu sais, oui, il m'écoutait, là. Comme si je disais, je suis en crise de panique, je peux pas. Il comprenait. Il me laissait aller prendre de l'air, puis décanter. Ils m'ont juste envoyé faire un client. Il m'a dit je reviens dans 1 heure. Il est jamais revenu. Puis à un moment donné, j'ai commencé à sauter un corps. Parce que mon envie, c'est comme tu me laisses pas à quelque part. J'étais pas à l'aise, j'étais plus bien. Là, le client il a commencé à être vraiment violent. À un moment donné, il a juste décidé qu'il me collait 2 shots sur sa face. J'ai des photos, j'avais
L'œil, là, il était enflé comme ça, j'ai la face mauve, j'ai encore beaucoup de répercussions de ça. Tu sais, je suis tombée à terre, ma tête. Tu as frappé puis t'es tombé dans le corps. Ouais, je me suis réveillée dans la toilette, il n'y avait plus personne dans l'appart. C'était vraiment rendu trop loin, là, un moment donné. Tu sais, j'avais jamais eu ça avant, puis tu sais, j'ai fait OK, là, c'est rendu trop loin. J'ai eu la chance qu'il n'y avait plus personne dans l'appart, parce qu'honnêtement, je pense que j'aurais pu rester là pendant un bout. J'en ai profité, j'ai pogné mes affaires, je suis décollée. J'étais comme, je vais pas rester ici, là. J'avais la gueule ensemble toute. C'est une madame dehors, j'avais mon capuchon, j'avais mis une capuche. Elle me dit est-ce que ça va, tu sais, en anglais. Puis moi, je parle pas anglais. J'étais comme I don't speak English, it's okay, it's okay. Tu sais, je voulais pas demander non plus, là. J'avais peur au fond, là, mais j'avais. Elle a vu ma tête, elle a dit non, tu restes là, tu t'assois là, tu restes pas, là, t'as la gueule ensemble, ça n'a pas d'allure. Elle a appelé l'ambulance pis tout, mais moi, je voulais pas qu'elle appelle, j'avais peur que l'autre y revienne, là, pis que ça avait mal. Là. Dans ce milieu-là, as-tu vécu des agressions sexuelles? Mais selon moi, chaque hostie client que tu fais, c'est une agression sexuelle. Quand t'as un pimp, t'es pas nécessairement consentant, tu le fais parce que l'autre, il veut que tu rapportes de l'argent. C'est pas parce que tu veux le faire. Puis pour moi, chaque client est un viol. Comment t'es sorti de ça? Comment t'as fait, genre? Je me suis sortie de la prostitution, de ce monde-là. Ouais. Ben, je suis allée chercher l'aide qu'il faut. J'ai demandé à ma travailleuse sociale de l'aide. Même si j'avais 18 ans. Oui, on les voit souvent comme des méchants, nos travailleurs sociaux, parce qu'ils nous mettent dans les centres, mais des fois, ils veulent juste nous aider là, à aller mieux. Fait que, tu sais, moi, je demande encore conseil, puis une année, je l'ai appelé en crise. Justement, après la situation qui s'est passée, c'est elle que j'ai appelé quand j'étais à l'hôpital, à Ottawa. C'est une madame qui est venue me raconter son histoire, puis elle m'a expliqué comment elle s'est sortie, puis à partir de là, ben, j'ai fait des démarches, j'ai fait des plaintes. C'est pas normal qu'il y ait un gars qui ramasse ton argent en boucle. Si tu le fais à ton compte, qu'il y a personne qui ramasse, ça passe déjà mieux, tu sais. Le SPVM sont tellement concentrés sur justement essayer de sortir des filles de là parce que ça a plus d'allure comment il y en a, là. Puis ils ont mis un organisme pour ça, puis je me suis revirée vers eux. C'est quoi l'organisme? C'est le programme Les Survivantes du SPVM de Montréal. C'est quoi t'aurais à dire, mettons, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, mettons qu'ils verraient la vidéo? Rentrez pas là-dedans. Pour les mauvaises raisons. Mettons, à l'heure actuelle, on se parle à Montréal, des filles qui sont mineures, qui ont un pimp majeur, puis qui vivent le même genre de truc qui t'est arrivé, mettons, à la fin. Tu penses-tu qu'à Montréal, il y en a en ce moment? Des mineurs que ça leur arrive? Des affaires rough comme à la fin que t'as vécu, genre. Oui, il y en a comme ça, pas d'allure. Bon, les gens, ils en parlent pas. C'est ça le problème, ils en parlent pas. Quand t'as vraiment été là-dedans, pis tu sais que t'as vu comment ça se passait, tu le vois qu'il y en a tellement, là. C'est tellement ridicule comment il y a des petites filles qui sont là, qui sont pognées, tu sais, à genre 13 ans, 14 ans. Oui, tu sais, c'est rare à cet âge-là, mais il y en a quand même, hein, genre... Oui, c'est rare, mais ça change pas que c'est grave. Ouais. Ben, je suis fière de m'avoir sorti de là, honnêtement, là. Comme ça me fait du bien d'être dans une autre vie. Je me sens plus paisible, puis je m'accepte plus. Aujourd'hui, je suis sortie de là, puis je me dis, Chris, j'ai bien fait. Ok, fait que là, tu m'autorises à mettre tout ça en trafiquant ta voix? Yes. Sûr. Ben, dans le fond, je vais parler de l'histoire un peu d'une personne de ma famille qui a vécu très longtemps à côté d'un proxénète, en couple avec un proxénète jusqu'à temps que, elle s'est fait pogner. Puis, c'est ça. Lui, il a rien eu. Elle a tout décopé. Puis là-dedans, dans cette histoire-là, il y a une petite fille qui est pognée entre ça. Dans le fond. Cette personne-là, c'est arrivé à qui? À une personne dans ma famille, à ma soeur. Dans le fond, ma mère s'est levée un matin pour aller travailler. Puis la police l'a appelé pour lui dire que ma soeur était à l'hôpital. Puis que tout allait bien. Mais c'était pas le cas. Il voulait juste nous rassurer. Puis c'est ça, dans le fond, elle était complètement plus là. Elle était... Mettons, un an, des mois avant ça, est-ce que ça paraissait ou ça paraissait pas? Elle avait comme... Elle laissait paraître que c'était un mode de vie normal ou non? Ben avec du recul, ça paraît. Mais, tu sais, dans le moment présent, je pense que ça paraissait pas, là. Ah, c'est ça. On disait, il est comme ça, elle est gênée, elle parle pas, elle est renfermée, puis tout est beau, là, la vie est belle. Même physiquement, on voyait qu'elle allait pas bien, elle était maigre, on dirait quasiment qu'elle faisait de l'anorexie, franchement. Là. Puis elle avait des bleus un peu partout, mais elle disait, ah ouais, mais c'est une maladie, puis c'était pas ça, là. C'était vraiment à manger des coups quasiment tous les soirs, dans la journée aussi. Parce qu'elle avait pas le choix de sortir, justement,
parce que son proxénète il disait « Ah, t'as des clients à telle place, va les rejoindre, va faire ça. » Ok. Puis il revenait le soir, puis il y avait comme un programme déjà de fait pour lui dire « Ok, il va se passer ça avec telle personne, je vais être là, puis je vais vous regarder faire. » Puis ça, tu connais tous ces détails-là parce qu'elle t'a tout dit à m'emmener, c'est ça? Ben, pas exactement tout, mais on l'a su, c'est la famille proche, on l'a su vraiment qu'est-ce qui s'est passé, là. Je sais pas comment ça a commencé, sans donner d'âge ou whatever, juste comment ça a commencé le début. Ben, au début, ils se sont rencontrés, c'était sur un site de date, là. Ils se sont rencontrés, ils sont allés sortir ensemble, ils ont jasé, ils ont discuté. Puis après ça, ben, ils se sont mis ensemble, puis il a fait signer un papier pour dire « T'es à moi, tu vas faire qu'est-ce que je veux, puis Ah ouais, vraiment signer un papier. Ouais, comme un contrat, là, vraiment. Ah ouais. Ouais. Fait qu'ils ont signé un papier. À partir de là, lui, il l'a comme saisi, en guillemets. Exact, c'est en plein ça. Fait qu'autrement dit, elle pouvait rien dire à sa famille proche, même pas... elle pouvait même pas aller à l'épicerie téléphoner ou aller parler à quelqu'un. Tu sais, il fallait qu'il soit là pour la surveiller au cas qu'elle dise de quoi qu'elle se touche, là. Ok. Tout le long qu'elle faisait ça, c'était quoi ta réaction, toi, envers cette personne-là que tu connaissais, pis ta famille autour? Genre, il y avait pas un doute, il y avait pas... ou c'était tout était comme d'habitude? Tu sais, à part le fait qu'on habitait loin, on habitait quand même à 1h et demie à peu près, là. Fait que, tu sais, on n'allait pas tout le temps là, les fins de semaine non plus, puis, tu sais, il y avait pas vraiment de doute là-dessus. Sauf les week-ends, quand on leur disait « Hey, ça serait le fun de faire quelque chose », puis « Ah ouais, mais non, on peut pas, on a de quoi », ou « Ah, l'auto est brisée », puis c'était tout le temps les mêmes excuses. Après tout ce qui est arrivé, aujourd'hui, c'est quoi? Comment ça se passe, mettons, pour toi et ta famille? Mais aujourd'hui, il est retourné aux études, à vie, puis elle est bien contente de qui est allé aujourd'hui, c'est ça. Puis même nous, côté famille, on essaie de la soutenir le plus possible là-dedans, parce que c'est vraiment une question de s'être fait embarquer d'une mauvaise affaire, là. Mais l'important, c'est aujourd'hui, elle va bien? Oui. Très bien, même. C'est ça l'important. Elle s'en est très bien sortie parce qu'elle a osé demander de l'aide. Quand elle a réalisé qu'elle avait besoin d'aide, c'est là qu'elle est allée en chercher puis qu'elle a accepté que... C'est ça, ben... À force de faire le documentaire, j'ai même appris qu'il y avait une blacklist. On en apprend de plus en plus, puis j'espère justement le but du documentaire-là, c'est pas nécessairement de se dire « Ah, tout est un danger », non. C'est une vidéo d'information pour expliquer les ressources, puis qu'est-ce qui est arrivé pour certaines personnes, puis c'est juste une vidéo d'information. Pour de vrai, j'écoute tout ça avec vous. Toutes ces femmes-là réunies, c'est des femmes fortes. Puis j'espère que vous avez compris qu'il y a vraiment plusieurs différences dans chacune des personnes. J'espère que chacune de leurs histoires vous ont donné envie de comprendre plus sur le sujet. Le but du documentaire était de s'informer et d'en apprendre plus avec les témoignages sur le sujet. J'espère que ce documentaire-là est une réussite. Pendant que je faisais le documentaire, je suis resté proche de Sonia. Puis en mettant plusieurs stories avec elle, en m'amusant avec elle au travers des petits messages et tout, sans que les gens sachent nécessairement que je faisais un documentaire, j'ai eu plusieurs commentaires sur moi en disant que je me tenais avec une prostituée tout le temps, puis c'était un peu déplacé. Tout ça pour dire que j'ai décidé de rajouter un bonus, qu'on réagit aux commentaires moi et elle dans le documentaire. Sachez qu'on prend le sujet très au sérieux tout le long du documentaire, j'espère que ça vous a apporté une réflexion sur le sujet, mais on finit ça avec un petit bonus. Je veux vraiment pas me lever parce que je veux pas qu'on voit qu'il y a une petite trace de... C'est vraiment pas ce que tu penses. Bon. Là, on fait un segment dans le documentaire bonus avec Sonia. C'est moi. C'est elle. Pourquoi que je rajoute ça dans le documentaire? C'est super simple. On a fait des stories ensemble, que je niaisais avec elle, je me faisais bien du fun, tu sais. En dehors du tournage, je me faisais du fun. J'ai fait aussi des TikTok avec elle pour provoquer, pour voir la réaction des gens. Ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché, oh my god. Il y a 3/4 du monde m'ont écrit, ok, tu passes d'un gars qui fait des vidéos sérieux à un gars qui sait qu'une prostituée. Ah! Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que cette personne-là serait pas une humaine plus qu'un autre, ça aime son métier. Je t'aime en ami. Oui, exactement. Oui. Pourquoi je me vois avec ton ami? Parce que t'es dans la prostitution, c'est ça que j'ai pas compris. Le monde a juste trop de préjugés, en fait. Mais c'est ça qui était choquant comme ça, c'est qu'on a juste fait un petit TikTok complètement juste casual, là, tu sais. Ça me fait vraiment rire des commentaires. Ouais, je suis pas blessée, genre je peux pas pleurer à cause des commentaires, ça me fait vraiment rire parce que justement c'est tellement gratuit puis tellement
ignorant que ça me touche pas. Je tiens à dire ça déjà en partant, avant qu'on lise tout ça, que vous sachiez que mon cœur est pas blessé là. Tu sais, je vais pas me montrer la face en ligne dans un documentaire comme ça sans être vraiment certain et fier et digne de ce que je fais. Mais je trouve ça vraiment pertinent parce que ça nous explique un peu, ça nous donne un peu le ton d'où le monde est rendu en ce moment. Ça c'est triste puis c'est pour ça qu'on fait un autre bout dans ce documentaire-là. Tout le long de la vidéo, je suis comme aïe, c'est fou comment le monde juge rapidement le sujet et tout ça. Puis quand j'ai fait ça, je me disais ok, on a vraiment la preuve. Ouais. On a vraiment la preuve là, tu sais. C'est sûr que le TikTok est un peu provocateur, je vais vous le montrer à l'heure actuelle. Il est pas si peu, en tout cas. Non mais tu sais, je suis finis entre tes jambes. On va même pas. Moi je trouve que ce qui est le plus choquant dans ce TikTok là, c'est que t'es vraiment mauvais en lip-sync. On réagit aux commentaires maintenant. 88 j'aime, tu l'as payé combien? Il y a eu 88 j'aime là-dessus, mais c'était bon. Sérieux, c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est parfait. Ok, mais je commence par les deux plus drôles. Fun fact, il lui restait 58 minutes. C'est celle-là mon préféré, définitivement. Non, je suis vraiment précoce. Dis-le en regardant la caméra, mettons. Ouais, je suis précoce. Je le sais pas, parce qu'on n'a pas couché ensemble. T'analyses les gens. C'est fou comment que le documentaire est fucking sérieux, mais quand on est ensemble, on n'est pas capable. Elle coûte combien ton escorte? Ah oui, ça c'est beau. Le mot escorte revient quelques fois, pour ne pas dire dans chaque petit commentaire. Parce que moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'on dirait que le monde m'a découvert. Il était comme, il voulait l'accuser en bas. C'est une escorte! Faut être détective en maudit, avoir cliqué sur mon lien, sur mon TikTok, puis voir ce que je fais dans la vie. C'est pas comme si c'était un secret, là. Le monde l'écrivait comme tadadadam! C'est ça qui m'a fait rire. Ben c'est ça, j'avoue que ça pourrait sonner bien, genre pour une vraie question, mais c'était pas ça la question. Arc! Arc est le deuxième mot qui revient le plus souvent! Hey, dans les commentaires, il y a du troll, pis il y a des affaires un peu genre. Je sais pas comment le dire. Tu sais, comme le troll, celle-là, c'est rousse. Ça, j'ai pas compris! Tu comprends quoi? Mais ça, c'est pas un commentaire méchant, c'est juste comme du troll comme. Mais ça a l'air. Mais si! Mais c'est pas méchant, tu vois ça méchant? 22 j'aime. C'est une danseuse, je pense bien. Ouais! Le gars, il reste poli, genre, il est comme au cas où, ça soit juste une fille semi-allée sur TikTok. Au cas où, Semi-sex worker. Ce qui m'a fait rire là-dedans, c'est que le gars, il a pas été tapé sur mon profil, il a pas été voir mes liens, il a juste deviné. Ah! Je serais pas fier. Je serais pas fière, celui-là. Celui-là, il est drôle, hein, maudit. Qui est pas fier d'avoir des boules qui shake sur leur TikTok? Moi, je te fais. Ben, c'est ça, mais c'est un esti de bon TikTok. Bah, check, d'un drôle, gentil, positivement, c'est Chris Leblanc qui score un peu, là. Oui, ça, j'aimais ça. Elle a de l'air pas vraiment smart. Oui, ça, c'est méchant. Et je comprends le monde parce que justement, j'ai une apparence qui est plus libérée sexuellement, qui a l'air plus conventionnellement belle. On pense que je suis pas intelligente. Pis ça, c'est mon côté féministe qui devient en crise par rapport à ça. Tu sais, tu peux être belle et intelligente. Ouais. Mais ça n'a même pas rapport avec le travail du sexe. Ce que je m'en allais dire, c'est dès que t'es différent, ça fait longtemps que ça a toujours choqué. Là. Je trouve vraiment, c'est juste parce que t'es un peu dénudé, genre. Avec moi, c'est une fille pas intelligente, genre, à côté de moi, je suis wow! Un peu d'être macho de fille qui fait juste niaiser. Ben oui. Genre, j'étais comme wow, le jugement est donc bien rapide. J'ai l'air d'une cochonne un peu dans la vidéo, tu sais, faut se le dire, mais avant ça, tu sais, le monde tire des conclusions qui sont vraiment fermées d'esprit. C'est ça qui nous a choqués dans la réaction de ce TikTok-là. Ben, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction des personnes qui m'écoutent autour, puis qui m'ont écrit pourquoi t'es avec une prostituée à soir, genre, c'est qu'est-ce qui se passe, genre, t'as bien changé. Changé? J'ai lu des affaires de même. Une fille qui a un OnlyFans, c'est chill, genre, je pourrais chiller avec tout ça, mais une fille qui travaille dans le sexe, que je fais des stories avec, que je niaise, c'est pas correct, je comprends pas, parce que ça se ressemble pas mal, je trouve, là. C'est du travail du sexe. Les deux côtés, c'est du travail du sexe, je comprends pas pourquoi un devrait être plus mieux qu'un autre. En plus, toi, t'aimes ce que tu fais, tu l'as fait à 100%, c'est un métier comme un autre. Je veux dire, genre, tu te couches comme tout le monde, t'es un humain comme tout le monde. On met tellement un tabou où il y en a pas dans notre société, puis il faut vraiment que ça arrête. Moi, tout ce que ça m'a prouvé, c'est qu'il y a du chemin à faire pour que ces opinions-là changent. Puis c'est pour ça qu'il faut que je me montre la face, pour montrer au monde que c'est normal. Sur ton TikTok qui est super straight, qui est vraiment vanille, puis qu'on mixe nos mondes, parce que le monde, faut qu'il arrête de penser qu'on peut pas mixer nos mondes. Tu sais, Jack, c'est la personne la moins, qui juge le moins au monde. Tu sais, il s'ouvre à notre travail, etc., même s'il vient d'un monde hyper différent. C'est quand même super pertinent, puis là, au moment que nos mondes clashent, on dirait, le monde capote ben raide, mais pourquoi ça peut pas être aussi normal que lui qui fait son YouTube? Dans cette vidéo-là, le documentaire donne la chance aux gens de comprendre que justement, il y a plusieurs mondes dans le travail du sexe, autant les gens qui sont sur des sites de sugar dating, whatever, il y a tellement de mondes différents, il faut pas tout mettre
dans la même personne, dans le même panier. Tous les domaines sont aussi légitimes, c'est Oui. ça l'affaire. Ouais. C'est un choix de carrière légitime, puis toi, t'as compris ça, je sais, dans ta tête, tu me regardes, t'es comme, ben oui. Ouais, Mais je le sais, monde- c'est clair. Mais je le monde, sais. ça leur rentre pas dans la tête, puis tu le vois que ça leur rentre Mhm. pas dans la tête. Mais toi, t'es né avec ça, là, cette ouverture d'esprit-là. Mais le monde, faut qu'ils ouvrent leur esprit. Ouvrez vos esprits. Moi, pour de vrai, je rajoute ça dans la vidéo parce que c'est juste l'exemple parfait. Tout le long de la vidéo, j'arrête pas de dire que le monde juge rapidement sans le savoir, sans connaître l'histoire de la personne, tu lui mets ça sur une étiquette. C'est ça que je dis tout le long du documentaire, puis là, je suis comme, aïe, on a ben trop de preuves écrites, là. Ouais, C'est pour ça que j'ai rajouté ça, puis Ouais. sinon, ben, on continue le docu. Wow! Let's go! La fin du docu! Clac, 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 fin du docu! Ceci est officiellement la fin du documentaire. Ça a été le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à maintenant. Plus de 250 heures à mettre dessus. Faites-moi savoir si vous avez aimé ce docu-là. Je vous invite à partager le documentaire pour faire connaître le sujet, pour faire comprendre qu'il y a plusieurs mondes dans ce milieu-là. Et aussi éviter de porter un jugement trop rapide global sur le sujet. Moi, ce que je retiens de ce documentaire-là, chacune des personnes que j'ai parlé, c'est toutes des personnes fortes. Je pense que c'est une réalité qu'on parle pas assez. Autant que ce soit bien ou mauvais, là, on n'en parle pas assez.